Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Sur ma route. Je vous emmène cette semaine visiter une très grande aventure industrielle, une des plus surprenantes, une des plus étonnantes de la Lorraine et de la France, celle de Bata. Nous sommes aujourd'hui à Bataville, on est au sud de la Moselle, cette cité-usine bâtie par Thomas Bata dans les années 30 et sa famille. Et l'un des meilleurs, sinon le meilleur connaisseur de cette histoire Bata, c'est Alain Gatti, qui est mon invité cette semaine. Alain Gatti, qui est un syndicaliste, il a été secrétaire général de la CFDT Lorraine, il est historien et il est auteur de nombreux livres, dont celui-ci, qui est exceptionnel, sur l'aventure Bata. Il va nous en parler. Dans un premier temps, je le rejoins à Marly, à son domicile, où on parlera de sa vie syndicale notamment, et puis nous viendrons ici ensuite passer l'essentiel de l'émission, et nous rencontrerons notamment un de ses amis, Jean-Paul Colère, qui a été cadre ici, chez Bata. Pour l'heure, je pars à Marly rejoindre mon invité Alain Gatti. Bonjour mon cher Alain. Bonjour Vianney. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je suis content de te voir. Moi de même, c'est un plaisir. Puis alors, se donner rendez-vous près d'une bibliothèque, c'est toujours bon signe, je trouve. Alain, je vois que tu es un grand lecteur. Oui, tout à fait. Collectionneur aussi. Collectionneur. On va en parler, mais tu es aussi un auteur. On va revenir juste sur les débuts. Le petit Alain Gatti, il naît ici. Là, on est chez toi, à Marly. Tu nais ici, tout près d'ici, hein, Je suis né à Longeville-les-Metz. Ouais. C'est d'ailleurs mon premier bouquin en 1987 sur ce sujet. Je suis né à Longeville-les-Metz. Oui, il y a eu un livre sur Longeville, d'accord. Et j'ai fait mes études à Ban-Saint-Martin et à Metz. D'accord. Est-ce qu'on se dit un peu bêtement quand on se dit c'était un syndicaliste, on va en parler, syndicaliste réputé, puis influent. À l'école, c'était des gamins rebelles qui devenaient des syndicalistes comme toi, ou t'étais comment à l'école? Je n'étais pas un gamin rebelle, forcément. En fait, j'ai eu la volonté de m'engager quand j'ai intégré l'école normale d'instituteurs sur des enjeux pédagogiques, sur une conception de l'enfance et de l'éducation. Et la CFDT était celle qui correspondait le mieux à mes aspirations. Là, je me pose toujours la question quand je rencontre un responsable syndical ou politique, parce qu'on a assez peu d'invités de politiques ou syndicaux dans cette émission. Qu'est-ce qui fait finalement qu'un homme ou une femme sort de son salon, de sa cuisine, de son jardin, et va dans la rue, dans une manifestation, dans un syndicat, une association, un parti, et qui décide de s'engager pour les autres? C'est quoi le déclic? Est-ce que c'est familial? Quel est le déclic? Non, c'est une conviction. Une conviction qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans la société, et qu'il y a nécessité de s'engager pour faire bouger les choses, pour les faire bouger concrètement, pas rester simplement sur la posture et le discours. Et donc, il m'a semblé que le syndicalisme était justement un moyen puissant pour faire bouger les lignes. Tu disais ne pas rester sur la posture et le discours, ça c'est vraiment une ligne de la CFDT, le syndicat réformiste. Est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui, dans un monde qui se radicalise de plus en plus, de tenir cette ligne-là? Ça a toujours été compliqué. Dans un monde où le oui est toujours impur et le non est toujours impur et le oui est toujours pur. C'est-à-dire, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que oui ou non, on a envie de faire bouger les lignes? Et pour ça, on sait très bien, sauf à attendre une hypothétique révolution et toutes ces dérives, on sait très bien qu'on y arrivera par le compromis, par la discussion. Et donc, c'est un moyen de faire bouger les lignes. Et de ce point de vue, la conception qu'on peut avoir du syndicalisme
elle est autour de ça. C'est-à-dire, il y a une dimension de protestation, mais qui est mise au service de la négociation. Et de ce point de vue-là, la CFDT, en particulier la CFDT Lorraine, a un bilan qui est très positif, y compris en termes de création d'emplois concrètes. Ce qui n'a jamais empêché la CFDT de travailler avec les autres syndicats. Je veux dire, en Lorraine, il y a eu plein de combats, de luttes qui ont été menés avec les autres syndicats. Tout à fait. Je crois que l'unité d'action pour la CFDT n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Quand il y a convergence sur la revendication, il n'y a pas de souci. Cette unité, elle est plus facile quand on est contre quelque chose. Elle est plus compliquée quand il s'agit de s'engager, c'est-à-dire de prendre des responsabilités, de passer des compromis. Là, en général, l'unité d'action souffre, quoi. Je lisais dans un de tes livres, alors, parce que tu as écrit, alors, plein de livres, on les passera à l'écran, mais je crois que c'est dans celui-là, CFDT Lorraine, c'est sur l'histoire de la CFDT en Lorraine, avec une préface de Laurent Berger. Je crois que je lisais ce chiffre. Je crois que de 60 à 2010, et qu'il y a 50 ans qui se sont passés, l'industrie en Lorraine a perdu 70% de ses effectifs sur cette période-là. Oui, tout à fait. Je veux dire, on prend par exemple les mines de charbon. Dans les années 60, c'était 50 000 salariés. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Dans la sidérurgie, c'était plusieurs dizaines de milliers. Il y en a à peine un millier. Voilà. Mais en même temps, on parle là du socle sur lequel la Lorraine s'est construite. Malgré toute cette catastrophe au niveau de l'emploi industriel, la Lorraine est toujours debout. Oui, alors c'est ça qui est très intéressant dans ce que tu dis, parce que finalement on se dit que cette confrontation avec la guerre économique, finalement c'est au-delà des problématiques économiques sociales, c'est notre identité, presque. Tout à fait. Mais je crois que ce qui importe, c'est de regarder comment on accompagne les mutations. C'est une des constantes du travail de la CFDT Lorraine tout au long de son histoire, influencée, guidée par nos grands anciens, et je pense notamment à Jacques Chérec. Oui, bien sûr. Donc, c'est de dire comment on accompagne les mutations pour qu'elles ne laissent personne au bord du chemin. Je crois que c'est ça qui est important. Un jour, un préfet me demandait ce qu'on pensait de la crise. Je l'ai regardé, je lui ai dit, vous savez, monsieur le préfet, on y a beaucoup réfléchi, on est contre. Et donc, c'est facile comme posture. La question, c'est comment, à partir de ces constats-là, on accompagne les salariés pour rebondir. Quand on a fermé Florange, la CFDT, avec le Conseil économique et social, a poussé très fort un outil qui s'appelait le Pacte Lorraine. La CFDT sur le volet social. C'est plusieurs milliers d'emplois qui ont été maintenus, plusieurs milliers d'emplois qui ont été créés. Très concrètement. Et ça, c'est le fruit d'un compromis, c'est le fruit d'une négociation, c'est le fruit d'un rapport de force qui n'est pas seulement le rapport de force traditionnel de la manifestation. Alors on va aller vers Batavill. On ne devrait pas dire Batavill parce que c'est une construction. Batavill. Un mot avant qu'on aille à Batavill. Alors on va dire un mot quand même. Enfin, on en parlera beaucoup de ce livre qui est une perle, hein, vraiment. Merci. Un truc absolument magnifique. Un mot quand même avant. Moi, il y a un truc qui m'a interpellé. On va à Batavill, on est donc au sud de la Moselle. On n'est pas très loin de Sarrebourg, où est né Mephisto, grande marque de chaussures. Et quand on remonte un peu plus au nord de la Lorraine, on a une autre très grande marque de chaussures, c'est Chaussea. Est-ce que ces trois grandes marques, Chaussea, Bata, Mephisto, est-ce qu'on peut les relier finalement ? Non, je ne pense pas. Alors, on pourrait rajouter les chaussures André à Nancy. André, c'est vrai, mais bien sûr. André à Nancy. André à Nancy. Non, en fait, on est d'abord sur des temporalités qui ne sont pas les mêmes. On est aussi sur des produits qui sont de nature différente. C'est-à-dire, Bata visait la bas et la moyenne gamme. Mephisto voit plutôt le haut de gamme. Ça explique d'ailleurs pourquoi Bata n'est plus là et pourquoi Mephisto est encore là. C'est-à-dire, et donc, c'est une conjonction d'éléments, mais il n'y a pas de rapport particulier entre... En tout cas, ça prouve que la Lorraine marche bien, deux pieds. Voilà. Elle était facile, mais il fallait bien faire. Tout à fait. On va reparler de ce merveilleux livre. Et il y en a eu d'autres, d'ailleurs, sur Bata. Il y en a eu un autre
qui est épuisé aujourd'hui. Et celui-là est édité aux éditions des Parages et moi, je le recommande vraiment. Merci. On va en reparler, Alain. D'accord. Donc, on va rejoindre Bata Voilà. et on va parler notamment avec un des anciens salariés. Avec un ancien salarié, oui, tout à fait, Jean-Paul Coller, qui a passé toute sa carrière à Bata, qui est ce qu'on appelle un batamen. Un batamen. On y va, Alain. Merci, Vianney. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour Alain. Bonjour. J'allais dire merci de votre accueil. On est chez vous ici. Hein. Ah oui, oui, depuis plus de 50 ans, je veux dire même 60 ans, Ouais. puisque depuis 1957 je suis là. Donc vous avez fait un demi-siècle quasiment ici. Ah oui, oui, pratiquement. Pratiquement. À quel poste vous étiez? Vous étiez cadre ici chez Bata? J'ai été cadre chez Bata, mais enfin pas tout de suite au début, hein, Ouais. mais j'ai fait par exemple 30 ans de service achat. Donc j'ai acheté un peu de tout, hein, Ouais. des semelles, du cuir, des textiles, des galons, des lacets, des semelles, enfin bref, tout ce qui rentre dans la production d'une chaussure. Je peux vous dire qu'on traitait 40 000 positions de matière pour notre production de chaussures. Ah ouais. Et à la bonne époque, on fabriquait quand même 20 à 25 000 paires par jour. Par jour. En Donc, 1970. alors on faisait un calcul avec Alain tout à l'heure. Au total, c'est des Ben, dizaines de millions. Dans l'année, on faisait 4,5 millions. Hein, Ouais, 70. Les bonnes années, Bonnes c'était années, 4 millions. 70. C'était 4 millions, donc c'est énorme. Ah ouais. Ce qui fait 8 millions de chaussures, si on dit 4 millions de Et paires. le problème de Bata à l'époque, c'était on vendait et on produisait. Oui. Et malheureusement, à la fin, on produisait et on essayait de vendre. D'accord, Voyez. ça a été les difficultés C'est ça. de la fin. On va en parler. Les années 50, quand vous arrivez, 60, etc. Est-ce que les salariés étaient des salariés heureux chez Quand Bata? même, c'est vrai qu'ils étaient très heureux parce qu'ils avaient une réputation, ils étaient bien payés. Oui. Déjà avant-guerre, l'usine Bata attirait du monde à plus de 150 km. Il y a des Mulhousiens qui sont venus avant-guerre que j'ai connus. Donc Bata se payait très bien, avait la réputation de très bien payer. Bon, ça a duré jusqu'à une certaine époque, je dirais jusque dans les années 70. Après, ça a commencé à baisser. Mais par exemple, les retraités actuels qui ont vécu les bonnes époques de Bata ont des très bonnes retraites. Mais je pense à une réflexion qui m'a été faite. Alors, on parlera du paternalisme Ouais. en Lorraine et du paternalisme particulier de Bata avec Alain tout à l'heure. Mais je vous livre cette réflexion qu'on m'a fait dans la vallée du Rabodeau un jour, chez Boussac, où les gens, C'est le les même ouvriers style, me oui. disaient c'était le bon temps. Voilà ce que me disaient les gens. Est-ce que vous avez aussi ce ressenti-là? Alain peut réagir s'il veut. Bah, moi, personnellement, j'ai toujours été satisfait de Bata. Ouais. Parce que franchement, ça m'a permis d'assurer ma famille. Hein. Il y avait du travail sans problème. On se donnait à fond, on était Batamen 24 heures Ouais, sur c'est ça. 24. C'est ça. C'était presque une religion. Hein. Et on vivait heureux, parce qu'on avait la cité. Il suffisait d'avoir un appartement, une épouse, une voiture, la télévision. Et on ne demandait pas beaucoup plus à l'époque. Hein. Et ici, c'était quoi? Là où nous sommes là aujourd'hui, Là, nous Jean-Paul? sommes à la salle des fêtes de Bata, où on a connu des heures glorieuses, avec des grands orchestres parisiens Ouais. qui venaient pour le bal du Mimosa, bal du cuir, au mois d'octobre, à la Saint-Crépin, le patron des cordonniers. Et il y avait, moi j'ai connu un bal avec Georges Jouvin, Ah trompettiste ouais, bien Georges sûr. Jouvin. Ouais, ouais. Il y avait 2000 personnes. Zapimax. Zappy Max, ouais. Je peux vous dire que pour aller devant l'orchestre, pour voir les deux danseuses, il fallait une demi-heure pour Ouais, danser, faut pour arriver. Ouais. Mais enfin bon, c'était l'époque glorieuse. Quoi. Ah ouais, c'était la belle époque. Alors, et puis on saute un peu du coq à l'âne, mais on passe à la fin. Vous êtes déjà parti en pré-retraite, mais Moi, je suis parti en pré-retraite en 99. en 99, c'est ça. C'était le Premier ministre Jospin qui avait Ouais. mis en route l'ARP, Mhm. l'allocation de remplacement pour l'emploi, et qui permettait aux salariés ayant 42 ans de cotisation de partir en pré-retraite.
Et donc, on était à l'usine 6 personnes à mon époque, et on est parti en retraite avec 65% du salaire brut. Mais c'était tout à fait intéressant parce qu'on savait que c'était la fin, que bon, on n'avait plus beaucoup d'espoir. À partir des années 86, ça commençait à dégringoler. Hein. Mais vous continuez quand même à fréquenter le site, même si vous n'êtes plus salarié. Quelle est l'ambiance? Est-ce que c'est une ambiance de colère vis-à-vis des Bata? Quelle est l'ambiance? Il y a eu, à un moment donné, quand s'est senti que ça allait mal, bon, les syndicats ont commencé à se réveiller. Oui. Avant, c'était des syndicats plutôt tout à fait maison, quoi, oui, d'accord. C'était un peu patronné, les arrangements se faisaient avant, etc. Et donc là, ils se sont réveillés, mais bon, c'était malheureusement trop tard. Et donc, ça s'est fait. Mais les ouvriers, ils ont cru jusqu'à la fin que ça n'allait pas fermer. Ah ouais, c'est ça. Ils ont toujours eu en tête que Bata serait toujours là pour les sauver et qu'il avait promis que Hélocourt ne fermerait jamais. Bon, ces promesses ne valent que... Ouais. Hein, comme disait Mitterrand, je crois, ne valent que ceux qui les entendent. Je crois. Oui, je crois qu'il y a eu une forme d'incompréhension. Jean-Paul l'a dit, il y avait cette vision millénariste. Oui. Bata ne peut pas mourir. Absolument. Bata allait toujours revenir pour mettre de l'argent. Et il y a eu une vraie incompréhension au moment du conflit en particulier, y compris quand les salariés faisaient appel à Thomas Bata, le fils du fondateur, pour lui dire « ils sont en train de fermer votre usine ». Oui, absolument. Et ça avait quelque chose, une forme d'incompréhension terrible. Thomas Bata c'était le père. Le père, c'est celui qui vous a donné son nom. Ils étaient les Batamènes. Les Batamènes, oui. Que le père puisse les abandonner était quelque chose d'inconcevable dans leur esprit. Et d'où ce traumatisme. Et il y a eu une interview de Thomas Bata le 1er mai 2002 à Zlin, où il dit, le journaliste l'interroge et lui dit, ils disent que vous les avez abandonnés. Et Thomas Bata, par pirouette, répond, c'est pas moi qui les ai abandonnés, c'est eux qui voulaient plus travailler. Ah, c'est fou. Oui, ça. Alors là, ça fait un terrible choc. Quand même. Ça fait un choc. Et moi, je me souviens, le lendemain de la diffusion, j'ai rencontré des salariés, anciens salariés. Ils ont été outrés. Oui, bien sûr. Ah, oui, là, c'est vraiment, ça les a choqués. Hein. Et c'est ça. Après, là, ça fait la vraie rupture. Vous connaissez bien le système des médias, ça passe toujours très très vite. On est déjà à la fin de l'escalade, mais juste un tout dernier mot sur le livre d'Alain. Comment vous l'avez ressenti Moi, le livre de Bata de Alain Gatti, il m'en avait parlé bien avant. Donc, je n'ai pas été tellement surpris. Puis vous l'avez aidé. Et j'ai un peu... Beaucoup. J'ai un peu aidé, effectivement. Mais c'est vrai qu'il s'est donné à fond dans ce livre. Hein. Et je pense que c'est une grande réussite. En tout cas, vraiment merci, voilà, cher Jean-Paul. Alors ici, c'était les sites de fabrication. Juste pour préciser pour les téléspectateurs, derrière nous, donc le foyer où on était avec Jean-Paul, et derrière le foyer, le village. Tout à fait. Bata avait un schéma qui était le schéma de la ville idéale, l'usine, la vie communautaire, le village, les espaces sportifs, tout était pensé comme un système cohérent. D'accord, d'accord. Mais ici, alors, la construction démarre à quelle époque? Parce qu'il y a l'anecdote qui est quand même formidable, c'est Thomas Bata qui survole cette zone-là en 1931, mais ça va prendre du temps pour démarrer tout ça. Et comment ça démarre et à quelle époque? Ça démarre en 1932, c'est-à-dire qu'en 1932, Thomas Bata, la légende raconte qu'il a survolé la région. En fait, il a fait une étude très précise de la sociologie de la population, des atouts, des inconvénients, la présence de l'eau, la présence de la voie ferrée. Et il a choisi ce site qui était un ancien domaine d'un Junker allemand qui avait été renforcé à la fin du 19e siècle. Donc il s'installe ici et 3 personnages arrivent.
le directeur, l'architecte qui a dans sa mallette le plan des bâtiments, Ouais. qui a été établi à la maison mère de Zlin, Ouais. de manière rationnelle. Mhm. Et la troisième personne à laquelle on ne songe jamais quand on construit une usine, c'est le directeur du journal, Ah oui. qui va mettre en œuvre d'emblée la propagande Bata Ah oui, et d'accord. qui va poser les termes de D'accord. la philosophie Bata de religion du travail. D'accord. Et la philosophie Bata, donc elle s'exprime dans l'architecture, on l'a vu, en gros, tout est organisé pour être le plus efficace, le plus rationnel possible. C'est une nouvelle organisation du travail. Quand on dit que Bata a bouleversé le marché de la chaussure dans le monde, c'est aussi par cette organisation du travail nouvelle? Tout à fait. Je crois que Bata, le fondateur, est un autodidacte qui est fasciné par Ford, qui fait plusieurs oui, voyages d'accord. initiatiques Ouais. aux États-Unis. Et il applique les méthodes de rationalisation du travail qu'il a constatées, qu'il va appliquer à la chaussure, Mhm. qui seront à la base de son formidable développement et de sa formidable réussite. Tout est rationalisé ici. Les bâtiments, par exemple, sont tous, dans toutes les cités Bata, construits sur le même modèle, des modules de 6 mètres 15, Ouais. des bâtiments de 80 mètres sur 20, séparés par un espace de 40. Tout est rationalisé. Et c'est ça qui fascinera d'ailleurs des gens comme Le Corbusier, Oui, alors, on y pense forcément. voilà, qui tentera d'intervenir, y compris sur le site de Bataville ici. Alors évidemment, on pense à Le Corbusier quand on voit toute cette architecture, mais Bata, est-ce qu'il y a eu des connexions à un moment avec... Parce qu'on parle, quand tu parles de concept de l'homme nouveau chez Bata, d'organisation du travail, de monde clos, etc., est-ce qu'il y a eu des connexions avec les milieux fascistes à un moment, de Thomas Bata ou pas? Le Classier, le bataïsme est quelque chose de très compliqué. Oui, On trouve des points d'apparentement avec les différents totalitarismes. oui, La violence en est cependant exclue. oui. En même temps, on a ici une forme de pression sur les salariés qui peut être assimilée elle aussi à une forme de violence. Ouais. On est dans un monde clos, un système non pas totalitaire, mais un système totalisant, qui vise à prendre l'individu pour lui assigner un seul objectif, le travail. Quitte, dans certains de ses aspects, à nier la place de la personne humaine. Oui, oui. Parce qu'on l'a dit aussi à un moment de Le Corbusier, qui avait eu des connexions, etc. Et puis ça n'a jamais été vraiment établi totalement. Tu parlais du monde clos selon Bata. C'est une forme de paternalisme très particulière. Qu'est-ce qui le différencie vraiment des paternalismes? Par exemple, toi qui as été responsable syndical, qui connaissais bien la situation industrielle en Lorraine, avec les paternalismes de Boussac dans les Vosges ou les paternalismes de Vindel, par exemple? Je crois que, d'abord, Bata ne s'occupe pas de protection sociale, il remet ça à l'État, Ah oui, d'accord. contrairement à ces types de paternalisme. Un des autres points qui différencient, c'est la place de la religion. Vindel, Boussac, ça a une part importante. Pour Bata, il n'y a qu'une seule religion officiellement, qui est la religion du travail. Quand on construit l'église, on l'a construit en 1965, c'est-à-dire plus de 30 ans après la création de l'usine, alors que chez De Vindel, on construit en même temps l'usine, la maison du directeur et l'église. Et quand on l'inaugure, la presse Bata dit qu'elle n'est pas plus haute qu'un bâtiment d'usine. Ah oui, c'est ça, alors. Histoire de montrer que Voilà, c'est l'essentiel. la vraie religion, c'est la religion du travail. Alors un autre mot, Jean-Paul disait comment il a ressenti le livre, notamment le deuxième livre. Toi-même, quand tu as fait ce deuxième livre, et le premier, et peut-être le troisième, d'après ce que dit Jean-Paul, je ne sais pas. Non, mais les contacts, il y a forcément eu des interviews, des contacts avec les salariés. Vraiment, comment ils ont vécu ça? D'abord, est-ce qu'ils ont parlé facilement? Et comment ils l'ont ressenti? Oui, je crois. Alors, j'étais très anxieux de l'accueil des salariés et notamment de ma légitimité à venir leur expliquer quelle avait été l'histoire Bata. Et en fait, l'accueil a été fantastique. Ah ouais. Enfin, Jean-Paul en témoigne. Ouais, tout à fait. L'accueil a été fantastique. Pendant des années, ils ont travaillé, si je puis dire, le nez sur le guidon.
Là, ça leur permettait de prendre de la distance et d'avoir une vision globale du système dans lequel ils étaient. Sans forcer, ils l'appréhendaient par touche, mais sans en avoir une vision globale. Et je crois qu'il y a vraiment une réception qui a été assez exceptionnelle. Encore à la sortie du dernier ouvrage, ils étaient nombreux pour le lancement. C'est vraiment... j'étais complètement rassuré sur la perception qu'ils pouvaient avoir d'un livre qui a été d'abord écrit pour eux, écrit parce que leur raison d'être, l'usine, a disparu. Il fallait à tout prix que leur mémoire ne disparaisse pas. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important pour eux aussi. Un tout dernier mot, on va sortir de Bata pour terminer l'émission. Toi qui connais bien la Lorraine à travers tes activités d'historien, d'auteur, de syndicaliste, quel sentiment, quel regard tu as sur cette région aujourd'hui, en 2025 et quels sont finalement, je sais pas, tes inquiétudes et tes espoirs, on pourrait dire? Alors, la Lorraine est une région qui a souffert. Elle a souffert dans son socle industriel, elle a perdu près de 60% de ses emplois industriels. En même temps, la Lorraine, bien que les mines aient fermé, bien que la sidérurgie soit réduite à la portion congrue, aujourd'hui est toujours debout. C'est-à-dire, elle reste une terre d'attraction. Elle a des difficultés, c'est sûr, mais elle rebondit. Et je crois que ce qui est important aussi pour un syndicaliste, il y a une formule de Hegel qui dit vaut mieux regarder l'arbre qui pousse que la forêt qui pousse que l'arbre qui tombe. Et c'est ça, je crois qu'il faut avoir cette vision. Il y a des forces, elles doivent mieux être fédérées, le politique doit mieux jouer son rôle en la matière, mais on a des atouts pour rebondir, en particulier la force de travail des Lorrains. Et peut-être plus particulièrement des Mosellans aussi, puisque tu es d'origine mosellane, la boucle sera bouclée, puisqu'on parlait de ta naissance mosellane. La Moselle aussi qui a renouvelé totalement son image, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Oui, tout à fait, je crois qu'effectivement... on est sorti de l'image de la sinistrose, des usines qui ferment, le climat pas terrible, le Front National avec des scores extraordinaires. Les Terry, la perte de vue. Les Terry, la perte de vue, voilà. Quand j'étais aux affaires, les journalistes parisiens m'interrogeaient toujours là-dessus. Et la cinquième question, l'autre question, c'était pourquoi... la Lorraine n'est pas attractive. Et je répondais toujours, tant que vous me poserez des questions comme ça, elle ne sera jamais attractive. Oui, c'est vrai. La conclusion est excellente. On va terminer là-dessus. Merci Alain pour cette balade dans le pays de Bata et puis cette balade aussi dans ton univers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.